L'or est sans conteste l'une des merveilles de la nature. Sa beauté a toujours enflammé notre imagination. Mais ce métal précieux a également suscité bien des convoitises. Pour le posséder, nous sommes capables des actions les plus indignes. L'or conduit à la guerre et aux conquêtes. Et pour les peuples qui en font les frais, cela se traduit souvent par la violence et la servitude. L'or a donné naissance à d'immenses empires avant de les détruire. Nous sommes ici dans les Andes péruviennes. Les gens entament une longue et dure journée de travail. Santa Filomena est un endroit coupé de tout. Si ce village s'est agrandi depuis 20 ans, c'est pour une seule raison, la présence de l'or. « 1500 hommes, femmes et enfants vivent et travaillent ici. De nouveaux venus arrivent chaque semaine. Au centre de Santa Filomena se trouve une ancienne mine d'or abandonnée dans les années 1950 par l'exploitant américain. La roche recèle encore suffisamment d'or pour inciter les hommes à descendre dans les anciennes galeries. Au fond, ils recueillent le minerai à la main avant de le remonter à la surface. Un travail épuisant et dangereux. Ici, si on lutte pour trouver de l'or, ce n'est pas pour devenir riche, c'est simplement pour survivre. Ces petites exploitations minières sont typiques des régions pauvres. Seulement des gens qui ont vraiment besoin de travailler acceptent de le faire. Une fois à la surface, commence alors le long processus d'extraction de l'or. Il faut d'abord briser la roche en petits morceaux. D'étape en étape, la roche solide est réduite à l'état de gravier, puis de poussière. À Santa Filomena, les machines ne sont pas nombreuses. Ici, c'est à la force des bras que l'on travaille. On obtient alors une sorte de boue liquide. Les hommes vont travailler aussi longtemps qu'il fera jour. On ajoute ensuite du mercure. Le lourd métal se combine à l'or contenu dans le mélange visqueux. Il se forme alors ce qu'on appelle un amalgame, que l'on peut dissocier du reste. Tout l'or contenu dans plusieurs centaines de litres de boue liquide, obtenu après tant d'efforts, se trouve alors concentré dans cet amalgame. Un simple détergent permet ensuite de faire disparaître les dernières traces d'impureté. En chauffant l'amalgame,
le mercure s'évapore, laissant uniquement l'or. 60 kilos de roche, soit 4 charges remontées depuis le fond de la mine. Il faut une journée complète de travail à casser des pierres et à les broyer. À la fin, il reste tout juste 4 grammes d'or. Toutes les sociétés n'ont pas accordé la même importance à l'or. Pendant des siècles, les peuples de l'Afrique subsaharienne ont eu énormément d'or à leur disposition, mais il manquait de denrées indispensables à la vie, comme le sel. Voici plus de 1000 ans, les Arabes, alors encore localisés dans la péninsule arabique, ont appris l'existence de cet or africain. Plutôt que de conquérir ces régions, ils ont utilisé une arme beaucoup plus efficace, le négoce. Et ils ont apporté le sel dans tout le Sahara. En atteignant le pays de l'or, ils ont eu recours à un rituel ancien, le troc. Ils vont laisser leur sel à un endroit désigné. Jamais les deux parties en négociation ne se trouveront face à face. Les Africains sortiront de leur cachette et déposeront leur or. Si la nature de la transaction convient aux Arabes, l'or leur appartient. L'affaire étant conclue, les Africains peuvent prendre le sel, une denrée beaucoup plus importante pour eux que n'importe quel métal brillant. Grâce aux dromadaires, les Arabes vont pouvoir traverser le désert saharien à la recherche de l'or. Cette région d'Afrique que l'on a appelée la côte de l'or était alors le monopole des Arabes. Les caravanes traversant le désert allaient ouvrir des routes commerciales de première importance et l'or repartir vers le Moyen-Orient. Le monde islamique va devenir un immense centre culturel et commercial. L'or apporte la richesse aux califes et aux sultans. La magnificence de leur existence demeure inégalée. Les armées de l'islam vont conquérir de nouveaux territoires. Mais c'est surtout leur puissance commerciale qui va s'imposer au monde. Au début du XIVe siècle, l'islam est très en avance sur l'Occident. En Europe, le contraste est frappant. C'est un siècle de violence et de calamité. Au milieu des catastrophes, l'or tombe à peu près dans l'oubli. Pour beaucoup, cet âge troublé est celui du malin. Pendant un siècle, la guerre et l'agitation sociale font rage sur le continent. Même le climat s'en mêle. Il fait plus froid et plus humide. Pendant 3 ans d'affilée, il n'y aura aucune récolte. L'Europe occidentale connaît la pire famine de son histoire. Mais ce n'est pas fini. Une nouvelle calamité s'abat sur l'Europe, venant de l'Est. La peste bubonique. La mort noire se répand rapidement. Elle va décimer 1/3 de la population en Europe. Au moins 20 millions de personnes. Il faudra 3 siècles à l'Europe pour se repeupler. Mais les effets économiques de la peste sont inattendus. Comme on manque de bras,
La demande d'ouvriers et d'artisans augmente fortement, les salaires s'envolent et les gens peuvent dépenser davantage. Avec l'accroissement de la consommation, l'or refait son apparition. Il faut maintenant davantage d'argent. L'Europe entière se mettant à battre monnaie, les réserves d'or diminuent rapidement. Au milieu du XVe siècle, l'Europe a épuisé ses propres ressources en or et l'on commence à se tourner vers d'autres pays, et notamment vers l'Orient, avec ses richesses légendaires. 150 ans plus tôt, Marco Polo quittait Venise pour s'aventurer en Chine. Un voyage qui sera une véritable révélation. Le livre de Marco Polo va faire découvrir à l'Europe les mystères de l'Orient. Le Vénitien avait été émerveillé par les pays qu'il avait vus. La civilisation chinoise était très avancée, très organisée et disposait de beaucoup d'or. Marco Polo décrira également le Japon, bien qu'il n'y fût jamais allé. Il évoquera une grande île et des gens à la peau claire, ne se livrant à aucun négoce avec le reste du monde. Un pays où l'or était tellement abondant que les Japonais l'utilisaient pour bâtir des palais. Marco Polo va inspirer toute une génération d'explorateurs européens. Le plus célèbre d'entre eux, fils d'un grand tisserand de Gênes, est Christophe Colomb. Colomb est un marin, mais c'est surtout un rêveur. Il a lu Marco Polo avec passion. La description du Japon comme étant une île où l'or abonde enflamme son imagination. Il envisage dès lors une expédition de grande envergure. Colomb veut suivre les traces de Marco Polo vers l'Orient, mais cette fois-ci par la voie maritime. Les marins portugais ont déjà navigué le long des côtes africaines, pénétrant dans l'océan Indien et ouvrant une voie maritime vers l'Asie. Mais Colomb est certain de pouvoir passer par l'ouest afin d'atteindre le Japon plus facilement. Pour son expédition, il a besoin d'un soutien financier et politique. Colomb sollicite les souverains de toute l'Europe et leur expose son plan. Après des années de vaines tentatives, il parvient à convaincre Isabelle de Castille et le roi Ferdinand. Colomb signe un traité avec la cour d'Espagne. Il va enfin pouvoir organiser son voyage d'exploration. Colomb prend la route maritime de l'Ouest, par l'Atlantique, avec un équipage de moins d'100 d'hommes. Pour le guider, il n'a que sa foi et un exemplaire du livre des merveilles de Marco Polo. Après 2 mois en mer, il touche enfin terre. Ce n'est pas le Japon, mais une petite île au large de Cuba. Sur la côte, il rencontre des indigènes transportant de l'or. Colomb est certain de toucher au but, mais il sera vite déçu. Anunciada Colón est une descendante directe de Christophe Colomb. Pour elle, son ancêtre savait qu'il n'avait pas atteint le Japon. Il avait découvert, par pur hasard, un nouveau territoire inconnu des Européens. Lors de son premier voyage, il est évident qu'il n'est pas arrivé en Asie. Il s'attendait à trouver de grands centres commerciaux, avec beaucoup d'activités de négoce. Et ce n'est pas ce qu'il a découvert lors de sa première expédition. Et au bout du compte, il ne les a jamais trouvés.
Mais la découverte de cette île nouvelle ne diminue en rien son espoir de trouver de l'or. Dans son journal de bord, il y fit référence à plus de 60 reprises. Ses écrits laissent apparaître un optimisme fiévreux. La grande chaleur dont je souffre montre bien que ce pays doit être riche en or, note-t-il dans ses carnets. Colomb fera 3 autres voyages et posera le pied sur un nouveau continent. Mais jamais il ne trouvera les immenses réserves d'or dont il avait rêvé. Christophe Colomb tentera de défendre son point de vue. Il expliquera que les Indes regorgent d'or et d'épices. Mais lors du 3e voyage, on apprend par un échange de messages entre lui et les souverains que l'expédition ne tient pas ses promesses. On se souviendra de Colomb comme de l'homme ayant découvert l'Amérique, à tort ou à raison. Mais l'or tombera dans l'escarcelle d'autres aventuriers. Avec Francisco Pizarro, la quête du métal jaune prend une dimension nouvelle. Au Pérou, le pays qu'il a conquis, on se souvient de lui comme du fondateur de la capitale, Lima. Pizarro était un aventurier grossier et illettré, impitoyable dans sa recherche de l'or. Il va traverser l'Atlantique à plusieurs reprises. À cette époque, les Espagnols disposent d'une colonie, Hispaniola, autrement dit l'île d'Haïti. C'est à partir de là qu'il fera route au sud vers un continent inexploré. Quand Pizarro, avec environ 200 hommes, débarque au Pérou, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Ce pays montagneux, c'est celui des Incas. Ce peuple dispose alors d'une agriculture avancée et leur société est très sophistiquée. Un peuple capable de produire assez de nourriture pour subvenir aux besoins de 3,5 millions d'âmes. Une culture organisée et efficace. L'Empire Inca sera la civilisation la plus puissante dans l'histoire de l'Amérique latine. Les Incas construisirent de grandes villes et un remarquable réseau routier traversant les montagnes. Mais ce qui intéresse surtout les Espagnols, c'est que les Incas possèdent beaucoup d'or. À la tête de l'Empire se trouve le souverain, l'Inca lui-même, à l'époque, Atahualpa. Après avoir rejoint les côtes péruviennes, Pizarro et ses hommes s'enfoncent dans le pays. La progression est difficile à travers les montagnes.
Pizarro apprend que Atahualpa se trouve dans la ville de Cajamarca. Il décide de s'y rendre sans attendre. Les conquistadors pénètrent dans la ville, mais ne trouvent aucune trace de l'Inca, ni de la noblesse qui l'accompagne. Tout semble étrangement calme. Atahualpa et sa cour séjournent dans une ville voisine, profitant des sources chaudes de l'endroit pour se délasser après les sanglants affrontements d'une guerre civile. Pizarro envoie son frère trouver l'Inca. Mais Atahualpa refuse de les recevoir ce jour-là. Les émissaires de Pizarro reviennent en ville et les Espagnols se cachent au centre de la cité. Ils vont passer là une nuit inconfortable. Les 200 conquistadors savent que l'armée Inca, forte de plusieurs milliers d'hommes, se trouve quelque part à proximité. Les Espagnols passeront toute la nuit à veiller, la plupart sur leurs chevaux, sans pouvoir soulager leurs intestins, torturés par la dysenterie. Peut-être seront-ils victorieux le lendemain, mais pour le moment, c'est pour eux une douloureuse incertitude. Le matin suivant verra la rencontre de deux civilisations. Le lendemain, en effet, une imposante procession s'approche de la cité. Il faut bien voir que Atahualpa n'était pas accompagné de guerriers ou de gardes du corps. Il était entouré d'une foule de danseurs, de jongleurs, de musiciens et de comédiens. Atahualpa avait prévu une grande fête au beau milieu de laquelle il en aurait profité pour capturer Pizarro et ses hommes. Atahualpa apparaît alors sur une litière d'or. La place est noire de monde. Le prêtre envoyé par Pizarro s'approche de l'Inca et lui offre une Bible. La rencontre est brève. Atahualpa, furieux ou indifférent, jette la Bible. C'est à ce moment que Pizarro donne le signal à ses hommes. Au cri de Santiago, les Espagnols passent à l'attaque. Un canon ouvre le feu depuis le flanc de la montagne et les cavaliers espagnols sortent de leur cachette. La foule est terrorisée et la panique indescriptible. Rapidement, la panique se transforme en véritable carnage. Les Espagnols vont eux-mêmes massacrer beaucoup de gens, mais la plupart mourront étouffés les uns contre les autres. Atahualpa est jeté à bas de sa litière. L'impensable s'est produit. En quelques heures, un petit groupe d'envahisseurs espagnols a pris le dessus sur des dizaines de milliers d'Incas. Atahualpa est maintenant prisonnier. En s'entretenant avec Pizarro, il s'aperçoit rapidement que l'Espagnol ne pense qu'à l'or. C'est ici qu'Atahualpa a été retenu prisonnier. Il est resté là pendant 9 mois. En versant une rançon, il espérait recouvrer sa liberté et plus tard son empire. Mais il fut suffisamment habile pour payer avec de l'or qui ne lui appartenait pas. Une immense quantité d'or. Atahualpa va proposer aux Espagnols de remplir d'or toute sa cellule. L'Inca trace une ligne sur les murs. L'or atteindra cette hauteur, la hauteur de l'homme emprisonné. Et il sera fidèle à sa parole. Les Espagnols sont abasourdis de voir autant d'or remplir la pièce. Un butin d'une valeur correspondant à environ 250 millions d'euros.
Mais Atahualpa est trahi. L'or, qui devait lui rendre la liberté, ne fait que signer son arrêt de mort. Aux yeux des conquistadors, l'Inca se trouve en travers du chemin qui mène aux richesses du pays. Atahualpa est exécuté. Ils vont finir par le tuer, mais c'est ici qu'ont eu lieu les négociations qui ont modifié l'histoire du Pérou. En raison des quantités d'or considérables qui étaient impliquées, ces négociations ont contribué à modifier l'économie mondiale, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Débarrassés d'Atahualpa, les Espagnols sont libres de conquérir le reste de l'Empire Inca. Ils marchent sur la capitale du royaume, Cusco. Sans chef à leur tête, les Incas n'opposent guère de résistance. Cusco tombe aux mains des conquistadors. Les habitants sont torturés et massacrés. Les Espagnols mettent la ville à sac. Ils dépouillent les temples, les lieux sacrés, jusqu'aux tombes. Après le sac de la cité, les Espagnols vont la raser entièrement, détruisant ainsi le cœur même de l'Empire Inca. Pizarro a eu son or, mais pas pour longtemps, car les conquistadors vont rapidement s'opposer entre eux. Et le conquérant du Pérou sera assassiné par l'un de ses rivaux. Agonisant, on raconte que Pizarro aurait imploré le Christ et tracé le signe de la croix dans son propre sang. L'héritage de Pizarro est immense. La colonie qu'il a fondée fera partie intégrante des territoires que l'on appellera la Nouvelle-Espagne. Des terres qui offriront d'immenses ressources en minerais d'or. Mais ce nouveau monde aura été bâti dans le sang. Plusieurs milliers d'autres habitants seront tués à l'occasion de diverses rébellions. Les Incas ne seront plus désormais que des esclaves, exploitant les mines d'or pour le compte de leurs maîtres espagnols. Un objectif échappera toutefois aux Espagnols: le monde perdu de l'Eldorado. En Amérique du Sud, une légende parlait de villes entièrement construites en or et d'un lac sacré dédié à la divinité de la lune dont les eaux recouvraient un trésor. Nombreux furent les conquistadors à rechercher cet Eldorado. Peut-être était-ce un mythe inventé pour se débarrasser des Espagnols. Eldorado, c'était le Pérou, Eldorado, c'était Cuba, Eldorado, c'était le Mexique. Quand ils eurent compris que les Espagnols voulaient de l'or plutôt que toute autre chose, pour s'en débarrasser, le meilleur moyen était de leur raconter qu'ils pouvaient trouver encore plus d'or ailleurs. Et les Espagnols sont partis. Même sans l'Eldorado, il y avait toutefois énormément d'or. Pendant des années, les Espagnols vont en charger leurs navires qui retraverseront l'océan. Et l'or des Espagnols arrive à Séville. Séville va devenir une place centrale de ce déferlement de métal précieux. Si vous flânez sur les rives du fleuve au petit matin, vous pouvez encore imaginer l'effervescence qui a dû régner là lorsque les premiers galions ont remonté le fleuve, venant de la mer, et ont commencé à décharger leur cargaison d'or. Ces arrivages d'or vont plus que doubler les réserves mondiales. Séville devient une cité prospère et construit des monuments comme la Torre del Oro, la Tour de l'Or. Au centre de sa cathédrale se dresse un immense autel, lui aussi en or. Cette magnificence rappelle la place centrale qu'occupe l'or dans la culture espagnole à l'époque. Une place si importante que l'or devient un fabuleux symbole religieux.
Mais ces démonstrations exubérantes, avec toutes ces richesses venues du Nouveau Monde, dissimulent les problèmes de l'Espagne. Nous comprenons aujourd'hui la véritable nature de la richesse qui a inondé ces villes et l'Empire espagnol. La question qui se pose est de savoir quel bien cela a pu apporter à l'Espagne et ce qui s'est vraiment passé. On peut répondre que dans une large mesure, cet argent a été gaspillé. Ce qui a été dilapidé, c'est l'une des mannes les plus considérables de toute l'histoire du monde. L'or, d'abord dérobé, puis extrait des mines d'Amérique latine, aurait dû faire de l'Espagne le centre économique de l'Europe. Mais les Espagnols vont se trouver impliqués dans une série de tentatives désastreuses visant à affirmer leur influence. L'empereur Charles V est convaincu qu'il peut conserver un saint empire en Europe, qui fera de l'Espagne le bastion de la foi catholique. Dans la poursuite de ce rêve, il va livrer des guerres aussi inutiles que coûteuses. C'est un comportement très intéressant, parce qu'il se répète sans cesse dans l'histoire de l'or. Les gouvernants et les personnes les plus riches, qui pensaient être à jamais tirés d'affaire grâce à l'or, ont toujours mal fini. L'or est une matière dangereuse. C'est fabuleux quand on l'obtient, mais l'or finit par vous détruire. Pour compliquer les choses, les Espagnols prennent goût aux marchandises de luxe importées d'Orient. L'Asie exporte alors des denrées en grande quantité. Et les Espagnols payent avec de l'or. Mais ce négoce semble être à sens unique. Si les Espagnols veulent des épices, de la soie et de la porcelaine, tout ce que veulent les Orientaux, c'est de l'or. Et lorsqu'ils ont cet or, ils le conservent soigneusement. Le négoce s'est poursuivi entre l'Occident et l'Orient essentiellement pour les épices et les textiles échangés contre de l'or. La théorie économique explique que si vous avez suffisamment d'argent, vous allez finir par vouloir l'utiliser à quelque chose. Mais les Orientaux vont continuer à accumuler l'or et à le thésauriser. Il semblerait qu'ils aient une propension naturelle à économiser, alors que les Occidentaux sont dépensiers. Alors que l'Asie conserve tout l'or qui lui parvient d'Espagne, les Espagnols ne peuvent plus investir dans leur propre commerce ni dans leurs industries. Ils n'ont pas su profiter de l'opportunité que représentait l'or. L'aptitude de l'Asie à absorber les réserves en or s'observe encore de nos jours. En termes de commerce international, l'Inde est toujours le premier importateur d'or. Cette attirance pour le métal jaune est en partie culturelle et en partie économique. En Inde, l'or est un élément important dans les cérémonies de mariage. Mais ce n'est pas simplement un ornement. L'or peut être stocké, mis de côté en prévision de temps plus difficiles. Alors que l'Asie amasse son or, l'Europe médiévale en fait grand usage. Utilisé comme monnaie, l'or circule tous les jours. C'est l'épine dorsale du négoce. De grandes foires s'organisent dans toute l'Europe. On peut y acheter toutes sortes de marchandises. De grandes quantités d'or changent de main et cela va créer un problème. Les marchands développent entre eux leur propre mode de règlement. Ils commencent à rédiger des billets promettant de régler certains montants en or, autrement dit, une reconnaissance de dette. Ces lettres de change
vont devenir très complexes. Elles commencent à remplacer l'or dans beaucoup de transactions, et pour des raisons très pratiques. On pouvait effectuer un virement de Medina del Campo à Lyon ou à Anvers, ou de Carthagène à Medina del Campo. Cela veut dire que l'on n'avait plus besoin de transporter l'or ou l'argent à dos de cheval ou de mulet, ce qui était à la fois encombrant et dangereux parce qu'on risquait de se faire attaquer et dévaliser en cours de route. Dans les grandes foires de l'époque, les effets de commerce se développent. Ils servent non seulement à payer les marchandises, mais ils commencent aussi à changer de main, comme s'il s'agissait d'une monnaie à part entière. Ces effets de commerce fonctionnent d'autant mieux qu'on peut toujours les échanger contre de l'or. Ils facilitent le commerce qui fleurit à l'époque. Pour que les lettres de change puissent s'imposer, il fallait que les gens puissent accepter l'idée qu'un morceau de papier soit l'équivalent d'une certaine somme d'argent. Mais cela n'avait de valeur que si le papier était validé par une institution respectée, telle qu'une banque. De toute évidence, plus la banque était puissante, plus elle était importante, plus la sécurité de la traite était garantie. Ces effets de commerce sont les précurseurs de nos billets de banque. Contrairement à l'or, ils n'avaient aucune valeur en soi. Ils fonctionnaient parce que la personne ou l'institution qui les rédigeait pouvait les honorer. Ils étaient basés sur la confiance. Les premiers billets émis par la Banque d'Angleterre sont basés sur la bonne réputation de l'établissement et sur sa capacité à honorer un paiement si on le lui demande. Et ce paiement est effectué en or. Le détenteur d'un billet peut demander à tout moment qu'on le lui échange contre de l'or. À cette époque encore, les gens font confiance à l'or, plus qu'à toute autre chose. Mais les billets de banque n'étaient utilisés que pour d'importantes transactions. Les pièces d'or et d'argent constituaient encore la majeure partie de la monnaie quotidienne. Les pièces en métal précieux n'ont de valeur que par la confiance des gens en l'établissement qui les a fabriquées. Au fil des siècles, la réputation de l'Hôtel Royal de la Monnaie a été bâtie sur son aptitude à frapper des pièces contenant de l'or dans de bonnes proportions et avec un degré de pureté adéquat. Mais cette réputation va être menacée au XVIIe siècle. Une menace qui ne viendra pas de l'établissement qui fabrique les pièces, mais d'une pratique largement répandue, celle consistant à rogner les pièces de monnaie. Rogner un petit morceau sur une pièce d'or ou d'argent ne modifie pas fondamentalement son poids. Mais quand de nombreuses personnes font la même chose, les unes après les autres, le poids de la pièce diminue alors sérieusement. Et c'est le poids qui lui confère sa valeur. La pièce ne vaut plus alors 2 shillings et 6 pence, par exemple. Elle ne vaut plus que 2 shillings. Ces rognures de métal précieux peuvent ensuite être fondues et remises en circulation sous la forme d'un lingot, et dans certains cas, revendues à l'hôtel de la monnaie lui-même. L'intégrité du système monétaire britannique est ainsi sérieusement mise en danger. L'arme secrète contre cette pratique répandue va venir de France. Avec la presse mécanique, le processus de fabrication des pièces devient beaucoup plus sophistiqué. En Angleterre, Charles II va commander ces nouvelles machines pour la monnaie royale. C'est à cette époque que la fabrication des pièces à l'aide de machines va devenir la norme. On abandonne les anciennes méthodes manuelles. C'est la nature même de l'hôtel de la monnaie qui se trouve modifiée. Ce n'est plus une juxtaposition d'ateliers d'artisans, mais un établissement moderne avec une suite d'opérations précises.
Les nouvelles machines sont installées dans les ateliers de la monnaie qu'abrite la Tour de Londres. Les presses à vis vont modifier les pratiques du monnayage. On introduit une subtile modification dans la conception des pièces afin de décourager le rognage. Avec une pièce de monnaie assez fine, si la tranche n'est pas bien définie, on ne sait pas s'il en manque un morceau ou pas. Mais lorsque la pièce est frappée par une machine, avec une tranche cannelée ou ornée de lettres, les pièces sont protégées contre toute tentative de rognage. Mais l'apparition de ces nouvelles machines n'empêche pas le rognage des pièces existantes. Le gouvernement britannique imagine alors un plan de grande envergure. Il va remplacer l'ensemble des pièces en circulation. Ce sera la grande opération de refonte de la monnaie. Mais ce plan va engendrer le chaos. Les gens s'affolent. Ils craignent que les nouvelles pièces n'aient pas la même valeur et ils vont les conserver. La machine commerciale se grippe. Dans certaines villes, on assiste même à des émeutes. Il faudra 3 ans pour mener à bien la refonte complète du système monétaire et plus longtemps encore pour retrouver la confiance du peuple. L'Hôtel Royal de la Monnaie va alors engager un savant pour résoudre cette crise. Un choix particulièrement judicieux. Isaac Newton est mieux connu comme physicien et astronome. Peu de gens savent qu'il a travaillé pendant 30 ans pour la monnaie britannique. Newton va appliquer ses capacités d'analyse aux problèmes auxquels est confronté le système monétaire royal. Et son travail va influencer les pratiques économiques non seulement en Angleterre, mais dans le reste du monde. Et cela pour plusieurs générations. Newton ne va pourtant pas se contenter de rester dans sa tour d'ivoire, à la monnaie royale. Il tient absolument à mettre un terme à la pratique du rognage. Il va mettre sur pied un réseau d'espions chargés de recueillir des informations dans les bas-fonds de Londres. Il pourra ainsi mieux traquer les fraudeurs. Pendant une grande partie de sa vie, Newton a vécu retiré du monde. Image classique du scientifique à la chevelure hirsute, reclus dans son laboratoire. Et soudain, il décide d'être dans le monde réel. Il abandonne tout ce qu'il fait et il vient à Londres vivre comme un gentleman. Il obtient un emploi à l'Hôtel Royal de la Monnaie dont il devient l'un des responsables. Il se met à s'intéresser à l'or et parce que c'est un mathématicien et un scientifique, les gens écoutent ce qu'il a à dire sur l'or ou sur l'économie. Newton va apporter une contribution majeure en s'intéressant aux relations financières entre l'or et l'argent. Cette problématique a toujours été délicate. Les prix relatifs entre les deux métaux connaissant une fluctuation constante, il était difficile de maintenir la stabilité de la monnaie et cela risquait de bouleverser l'économie. Newton décide de fixer le prix de l'or à un autre niveau et le cours qu'il va établir restera à peu près constant jusqu'au XXe siècle. Même s'il ne s'en est pas vraiment rendu compte, Newton venait d'établir ce que l'on nommera plus tard l'étalon or. C'est à l'aune de cette valeur fixe de l'or que tout sera désormais mesuré. L'or devient l'axe de l'économie mondiale. C'est un peu comme si Newton avait découvert la théorie de la gravitation appliquée aux finances. L'or va devenir la mesure de référence de l'économie mondiale pendant plus de 2 siècles. Il va symboliser l'ordre et la stabilité. Il va protéger les hommes de leurs pires excès. À première vue, tout cela semble parfait.
à Santa Filomena, l'or est la cause de bien des souffrances. Les enfants font semblant d'extraire de l'or. Leur jeu reproduit les gestes quotidiens de leurs parents. Il y a quelques années, l'emploi de ces gamins était encore un sérieux problème à Santa Filomena. Mais ici, on commence toujours à travailler très jeune. La vie tourne autour de l'extraction de l'or. Il n'y a rien d'autre. Katia Romero tente de réparer les dégâts que provoque cette passion de l'or. Les choses étaient encore bien pires, il n'y a pas si longtemps. Ce sont les enfants qui souffraient des problèmes les plus graves. C'était le groupe le plus vulnérable. Ils étaient particulièrement exposés à l'intoxication par le mercure. Et ils n'allaient pas à l'école. Ils n'avaient aucun avenir, puisqu'ils descendaient à la mine très jeunes. Ils n'avaient aucune autre possibilité d'avenir. Aujourd'hui, il y a une école, et avec elle, une chance de construire un avenir, loin des mines d'or. Un avenir qui ne sera sans doute pas exempt de danger. Ici, l'extraction de l'or nécessite du mercure, un produit très toxique dans l'eau, dans le sol et dans l'air, dangereux également au toucher. Il attaque le système nerveux et les gens perdent leur capacité fonctionnelle. Il reste dans le sang et si vous ne quittez pas l'endroit pollué, au bout d'un moment, vous souffrez de convulsions et de vomissements. Le mercure retarde la croissance des enfants et peut même tuer. C'est un produit mortel. Malgré l'empoisonnement au mercure et les galeries qui s'effondrent, les gens continuent à venir travailler à Santa Filomena. La pauvreté et l'or sont des motivations suffisantes. En notre 21e siècle, la fascination que provoque ce métal demeure inchangée. Et il faut toujours en payer le prix.